On va commencer, je serai peut-être obligé de... Il y a un petit problème de logistique de faire une pause de 2 minutes pour voir si tout se passe bien. Donc normalement, on devrait commencer tout de suite la classification des sens lexicaux, mais on va finir la dernière séance. Donc, vous vous souvenez, j'ai introduit la distinction notamment entre locution et collocation, qui est une distinction vraiment très importante, et je pense que ça va devenir plus clair en finissant donc cette partie sur ce qu'on a appelé la séparation phraséologique, parce que c'est un phénomène en fait qui est très important. Donc la notion de prédicativité, c'est essentiel parce que tout va reposer après là-dessus, et j'avais décidé d'introduire aussi la notion de fonction lexicale. Alors, j'ai transmis un lien donc à Ujwala d'un manuscrit. Oui, j'ai vu parce que j'ai reçu des courriels à chaque fois qu'il y a des téléchargements. Donc surtout, le livre que je mets à votre disposition, donc qui est en cours d'évaluation, c'est trop riche, c'est trop complexe pour être une sorte de manuel pour qu'on se voit ce qu'on voit là sur les fonctions lexicales. Mais je vais vous mettre le pied à l'étrier pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Et après, si vous êtes intéressé, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Alors c'est une version provisoire parce que on va certainement faire beaucoup d'améliorations, j'en reparlerai. Mais donc si vous regardez le PDF comme ça, ne paniquez pas. C'est quelque chose, par exemple, qu'il faudrait passer tout un semestre à étudier. Okay, donc là, on va faire en quelques séances des choses élémentaires. Et j'ai décidé que on va parler donc de tout ça aujourd'hui, mais que sur la dernière partie, la partie 2, éventuellement, et en branchant sur le cours de cet après-midi aussi, qui sont sur d'autres fonctions lexicales qu'on appelle syntagmatiques, je vais m'arrêter là où il faudra s'arrêter. C'est pas plus grave que ça, et donc je vais m'assurer qu'on sera retombé sur nos pieds à la fin de la journée. Est-ce qu'il y avait une question brûlante à la fin de la dernière séance? Est-ce que vous avez réfléchi à des choses qui vous ont empêché de dormir et vous voulez poser une question tout de suite? Non? Alors bon, commençons. Donc, un petit rattrapage de la séance dernière enfin un petit rattrapage quand même sérieux sur la séparation phraséologique. Donc c'est, comme je l'ai annoncé, un phénomène qui teste la frontière entre locution et collocation. Et ça, il faut vraiment... parce que dans ce business, il y a des gens qui ont pour tâche d'essayer de construire des choses et d'autres qui ont pour tâche, on dirait, de les démolir. C'est beaucoup plus facile de démolir ou de dire « mais non, ça ne marche pas ». Donc par exemple, moi je suis convaincu que la polysémie existe en langue, mais vous trouverez des dizaines et des centaines, peut-être des milliers d'articles où les gens expliquent pourquoi la polysémie n'existe pas, c'est impossible. Bon. Donc là, c'est un peu la même chose. J'ai construit 2 notions de locution et collocation, et on peut tout à fait dire non, mais tout ça c'est un continuum, etc., etc. Alors, les notions sont très distinctes. C'est pas du tout la même chose, locution et collocation. Mais c'est effectivement un continuum. Et ça, c'est normal. Dans la langue, c'est toujours comme ça. C'est comme vous pouvez dire, il y a des parties du discours des noms et des parties du discours des adjectifs. Mais quand vous dites une langue témoin, par exemple, témoin, c'est un nom qui fonctionne en apposition avec un autre nom. Donc, en réalité, il fonctionne un peu comme un adjectif. Mais ce n'est pas pour ça que la distinction entre nom et adjectif n'existe pas. Ben là, c'est un peu la même chose. Et on va voir ce cas très intéressant où ce n'est pas un continuum statique, mais c'est un continuum dynamique. Donc, c'est de la mutation qui se passe dans la langue. Donc, les notions sont radicalement différentes, enfin très distinctes, mais les 2 classes sont très liées, nécessairement. Okay ? Donc, qu'on prenne n'importe quel système de classification en linguistique, n'importe quelle classe ou catégorie qu'on cherche à établir, on va toujours trouver des choses qui sont un peu borderline, un peu entre les deux et tout. C'est comme ça, la langue est comme ça.
Et donc, le problème, c'est qu'on tend souvent à confondre locution et colocation. Mais vraiment, tout le temps, partout, c'est très facile de trouver des illustrations. Donc, voilà, les plus belles illustrations sont dans des listes de locutions. Bon, des fois, pour l'enseignement des langues, notamment, c'est des listes qui sont un peu vagues. On dit des listes d'expressions idiomatiques, donc en fait de phrasèmes. Donc là, il pourrait y avoir des locutions et des colocations. Mais des fois, on voit des listes de locutions, et quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que dans ces locutions, en réalité, il y a peut-être un tiers ou plus qui ne sont pas des locutions, mais qui sont des colocations. Donc ça, c'est vraiment important d'établir la différence, parce que pour l'enseignement et l'acquisition, c'est très important de les distinguer. Donc voilà un exemple que j'ai trouvé, on peut en trouver plein d'autres. Donc c'est des exercices. Donc les locutions verbales, donc il s'agit de locutions. Dans les phrases suivantes, avons-nous des verbes simples ou des locutions verbales? Rappelez-vous, une locution verbale est composée de 2 mots au moins et forme un tout. C'est pas mal, en un sens, comme définition un peu vulgarisante, et ça va bien, ça veut dire ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est des phrasèmes préfabriqués, en ça, ils forment un tout. Il n'est pas mentionné la notion de non-compositionnalité sémantique, parce que vous voyez, cette notion, elle est assez difficile en réalité. On ne peut pas qu'on dise non-compositionnalité sémantique ou autre chose. Le problème, c'est qu'il va toujours tout de suite falloir dire, oui, mais attention, il y a des locutions, moi je trouve que le terme de locution faible se comprend assez bien, qui ont l'air d'être sémantiquement compositionnelles, mais ce sont quand même des locutions comme centre commercial, boule de neige, etc. Parce qu'en fait, elles veulent dire plus que juste centre commercial, boule de neige. Bon. Donc c'est difficile, ça prend un peu, il faut y passer 1 heure ou 2 si on veut bien expliquer ce critère, mais ce qui est fondamental pour la locution, c'est que c'est sémantiquement non compositionnel. Ça veut dire qu'il faut un article de dictionnaire avec une définition. Il faut définir ce que ça veut dire, sinon on ne peut pas savoir, quand on apprend la langue, ce que ça veut dire. Alors, ici, en théorie, il y a des verbes simples ou des locutions. Sauf que, moi, par exemple, quand je regarde ça, je vois pratiquement aucune locution. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils attendent, mais c'est sûr qu'ils attendent qu'il y ait au moins, je ne sais pas, 50% de locution. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle avait 15 ans environ. Avoir 15 ans, avoir 20 ans, c'est un phrasème. Parce que ce n'est pas évident que ça se traduit littéralement comme ça dans n'importe quelle langue. Ce choix de « avoir », c'est un collocatif de « X ans ». Donc « X ans », qui est une sorte de construction, qui, au sens des grammaires de construction, qui exprime l'âge. Et il faut savoir quel est le verbe, c'est même un verbe support, qu'on utilise, parce que ça pourrait être avoir 15 ans, être 15 ans, ou peut-être il faudrait dire avoir 15 ans d'âge, ou comme en anglais, to be 15 years old. Tout ça, c'est évidemment phraséologique. Sauf que ce n'est pas des locutions, parce que 15 ans veut dire 15 ans. Et donc, on dit 15 ans et on choisit le verbe ou les verbes ou les expressions qui permettent d'avoir une sorte de verbe. Parce que avoir 15 ans, c'est comme le verbe 15 années. On pourrait avoir un verbe 15 années. C'est sûr qu'il y a des langues où on peut prendre l'expression de l'âge nominal, on a une dérivation verbale, ça nous fait un verbe qui veut dire avoir cet âge. Ce serait ce qui serait le plus pratique, en un sens. Bon, donc c'est une collocation avec en fait un verbe support. Donc je ne sais pas s'il voulait dire que c'est un verbe simple ou il voulait dire que c'était une locution. Je ne sais pas, et je ne sais pas pour vous si vous l'enseigneriez comme une locution ou pas. J'ai faim. Pareil. Tengo hambre. C'est une collocation, c'est faim. Et puis, il faut un verbe. En espagnol, c'est comme avoir au sens de posséder.
et not avait, mais en français, c'est avoir. C'est pas je tiens la faim, c'est j'ai faim. Donc c'est un phrasème, c'est une colocation, c'est pas une locution, c'est une colocation de faim. Ok? Vous êtes d'accord ou vous avez des doutes? Okay? C'est sémantiquement compositionnel. Ça veut dire faim, le locuteur veut dire faim. S'il y a des synonymes de faim, par exemple, fringale, j'ai une petite fringale. Donc il y a un terme familier en français, un peu familier, qui veut dire une faim. Et on peut dire une grosse fringale, une petite fringale. Donc on choisit de dire fringale ou faim. Et puis lui, il nous dit, ah ben, tu as besoin d'un verbe pour verbaliser ça. Et puis, ben, voilà, tu prends avoir. Pour dire, je ressens la faim, j'ai faim. Je ressens une faim terrible, j'éprouve une faim pas possible. Il y a un paradigme. Donc c'est sémantiquement compositionnel, à 100%, c'est juste phraséologique et ce n'est pas une locution. Il a confiance en moi, pareil. Ma confiance, pour lui, il bénéficie de ma confiance, je bénéficie de sa confiance, il a confiance en moi. Bénéficier de, avoir, tout ça, c'est des collocatifs de confiance qu'il faut connaître. Encore une fois, c'est des semi-phrasèmes, si vous voulez, c'est des collocations. Elle a une cicatrice à la jambe. Moi, je suis d'accord pour dire aussi que c'est phraséologique. Cicatrice à la jambe, bon, c'est assez régulier en français. Il a des taches de rousseur sur le visage, il a une tache de naissance au bras, donc ça va être pratiquement à voir, mais quand même, ça a tout... ça doit être considéré comme un phrasème parce que c'est une sorte de verbe support, c'est un verbe support. Donc c'est pas parce qu'en français il n'y a pas beaucoup de distinctions, c'est pratiquement toujours avoir. On pourrait avoir quelque chose qui est présent sur le corps et que avoir fonctionne, mais on a encore un autre verbe. Donc c'est un phrasème. En fait, ce qui me permet de distinguer ici que c'est une collocation, que c'est un phrasème, c'est parce que je connais le système des fonctions lexicales et je sais ce qui en langue est phraséologisé, vis-à-vis notamment des verbes, verbes support, verbes de réalisation. Donc quand je vois ça, je reconnais, en fait pour moi, c'est un opérin. Je reconnais un opérin, ça veut dire que peut-être qu'en français c'est très régulier, mais c'est un phrasème et il ne faut pas que je le traduise littéralement dans une autre langue, parce que il y a un très bon exemple, pas pour les verbes support, mais les verbes de réalisation. Par exemple, en français, c'est très ennuyeux. Pour tout, donc, verbe de réalisation, ça veut dire faire ce qu'on est supposé faire avec, réaliser la chose. Et quand c'est un nom qui désigne un objet, c'est l'utiliser. En français, avec les instruments de musique, c'est très ennuyeux. On joue du piano, on joue de la trompette, on joue du violon, on joue du saxophone, on joue du xylophone, on joue n'importe quel instrument de musique, vous dites jouer. Mais ça veut dire réal 1, en fait. C'est la collocation. Et donc, ce n'est pas étonnant si dans certaines langues, il y a des différences. Donc, par exemple, en mandarin, ben, on va dire qu'on souffle de l'harmonica, on souffle de la trompette, on frappe du piano, etc. Donc, c'est plutôt pour les types d'instruments qu'on va avoir un verbe différent. Et c'est normal, parce que ce verbe, il sert à dire utiliser. Et utiliser, c'est phraséologiser dans les langues. Donc même si c'est très régulier comme ça dans cette langue-là, il faut se dire même, est-ce que par hasard, même si on dit jouer en français, pour cet instrument, est-ce que j'en ai quand même pas un autre? Et là, on va s'apercevoir que, par exemple, il était là dans la rue, il soufflait tranquillement dans sa trompette. Ça peut se dire. On peut dire il joue de la trompette ou il souffle dans sa trompette. Ça a un côté presque un peu ironique. Ça veut dire, on ne parle pas d'un musicien d'orchestre ou n'importe quoi. Et pour guitare, comment on dit? Il joue de la guitare. Brassens était là, Pardon? Comment? À tirer la guitare? Non, c'est pas loin. Moi, il a une chanson, j'aime mieux gratter ma guitare en chantant des chansons. Gratter sa guitare. Il était là sous le balcon de Juliette et grattait sa guitare. Donc gratter, ça existe. Et c'est gratter, c'est pas tirer.
Ça pourrait, mais c'est gratté. On a aussi pincé sa guitare, parce qu'on pince la corde de la guitare. Donc on dit pincer la corde de la guitare, et pour corde de guitare, c'est le verbe de réalisation. Et on ne dit pas gratter la corde de sa guitare. Vous voyez, connaître les fonctions lexicales, c'est un peu difficile. Okay, c'est pour ça que je vous les présente. Mais le pouvoir que ça vous donne de prédiction, de compréhension de ce qui se passe est incroyable. Okay, donc là, voilà un exemple. On voit un truc pour un francophone, ça semble complètement régulier. On se dit, il n'y a rien là. Ben, si on connaît le système des fonctions lexicales, on va aller chercher. On va pas besoin de regarder dans un corpus ou me donner un nom d'instrument de musique. Je vais tout de suite me dire, bon, bien sûr, on joue, oui. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre verbe parce que c'est un réel. Donc, je vais déjà le chercher dans ma tête. Okay, peut-être, il y en a que je vais oublier. Okay, mais donc, c'est toujours utile après de vérifier. Mais ça aide. Donc là, avoir une cicatrice, pas évident. Donc, moi, je dis que c'est une colocation. En tout cas, sûrement pas une locution. Avoir des yeux bleus, pareil. C'est pas évident. Par exemple, en anglais... On utilisera toujours le verbe avoir, mais dans ma langue, ce serait les yeux sont bleus. Les yeux on ne peut pas dire avoir. Et en anglais même, par exemple, on peut dire avoir une chevelure magnifique, to have, mais on peut utiliser to sport, comme pour un type de vêtement, etc. Okay, et en français, d'ailleurs, on a une moustache, mais on peut dire aussi qu'on porte la moustache. Okay, ou porter la barbe. Eh ben, si on sait bien que c'est un opérin, on va aller chercher ces trucs-là. Donc, colocation, avoir les yeux bleus, même si ça a l'air... mal au dos, pareil. Avoir mal, c'est aussi une colocation. C'est mon mal de dos, ce mal-là et tout. Donc, je parle d'un mal. Et peut-être que mal au dos, peut-être c'est une locution faible. J'aurais presque envie de faire un article pour mal au dos, mal au ventre. Parce que déjà, mal au dos, bah, qu'est-ce que c'est que le dos? Okay, peut-être des... par exemple, si on a une sorte de sciatique, etc., c'est pas vraiment le dos, mais on peut quand même parler d'un mal de dos. Donc c'est pas... Et pourtant, ça, c'est pas le dos. On dira c'est les reins ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Intuitivement, je ferais l'hypothèse que mal au dos, mal au ventre, c'est des types de douleurs. C'est comme... Ça pourrait être lexicalisé comme mal à la tête, on a migraine. Okay, qui est un quasi-synonyme. Mais ce n'est pas une locution verbale, ce serait mal au dos qui serait une locution nominale. Et donc, colocation encore. Avoir raison, ouais. Avoir raison, c'est une colocation de... Ah, pas sûr, pardon, c'est celui-là qui me fait hésiter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu parler de la raison. Je n'ai pas voulu parler de ma raison. OK. Et je peux difficilement désassembler ce machin-là. Cette raison qu'il a, etc. Pardon, j'ai dit ça trop vite. C'est complètement faux. Vous voyez, il faut toujours le tester, parce qu'on ne peut pas savoir juste sur la forme. Avoir raison, oui, c'est celle que j'avais regardée, j'avais vue. Je pense que c'est une locution verbale. Prendre des vacances, c'est une colocation. En français, on prend des vacances ou on passe des vacances quelque part. Donc ça, c'est des colocations. Et avoir une maison, c'est une colocation aussi. Parce que ça veut dire être le propriétaire de la maison, c'est la maison de X. Et bien sûr, on va dire on a une voiture, on a une clarinette. Mais voyez, si je dis j'ai une maison et j'ai un saxophone, pour moi, c'est pas pareil. Parce qu'il y a quelque chose dans maison. Et quand on dit avoir une maison, ça veut dire vraiment être le propriétaire de la maison. C'est là où j'habite, où je fais loger des gens. Et mon hypothèse, ce ne serait pas que c'est une expression libre, mais que ce serait une colocation de maison. Mais j'en suis pas sûr à 100%, je le teste. En tout cas, c'est sûrement pas une locution. Donc ici, aucune locution, sauf vraisemblablement avoir raison. Donc il doit y avoir un bug quelque part. C'est sûr qu'il y a beaucoup de syntagmes verbaux ici qui considéraient comme des locutions. Mais en fait, quand ils disent ça forme un tout,
c'est un phrasème, mais ça ne forme pas un tout au sens de c'est pas préconstruit. Okay. Prenez n'importe quel... J'essaye de faire passer un projet de collaboration avec un collègue. On a échoué pour avoir le financement, on réessaye cette année. Un collègue irlandais qui enseigne le français en Irlande et il voulait travailler sur l'élocution. Et bon, lui, c'est vraiment un praticien du FLE et tout. Et donc, le binôme, là, c'est que je suis le lexicologue théoricien et lui, c'est le praticien du FLE. Et donc, il m'a envoyé des grosses listes de locutions qu'il avait, sur lesquelles il voudrait... sur ces locutions, j'ai trouvé qu'il y avait au moins un quart qui étaient des collocations, en fait. Ou éventuellement, des collocations qui incorporaient une locution à l'intérieur. OK ? Mais le tout n'était pas la locution. Donc ça, c'est toujours confondu, parce qu'en fait, on enseigne la locution, on parle de la locution, mais jamais la collocation. Et donc, on n'a pas les moyens de faire la différence. On sent que c'est phraséologique et on appelle ça une locution. La différence est fondamentale parce que, au niveau de ce que vous faites en tant que locuteur, c'est absolument pas du tout la même chose. Vous avez une grande liberté, une grande flexibilité avec les collocations, quoique, un peu moins que si c'est une expression libre, mais avec les locutions, vous perdez énormément de flexibilité. Alors maintenant, je vais, j'espère, vous choquer, vous provoquer. Il n'existe pas de locution « boire la tasse ». C'est faux. Donc j'ai mis le petit... c'est pas le bon astérisque de la grammaticalité. C'est pas le bon symbole, parce que la police n'a pas mis le bon, excusez. Bon, mais ça veut dire de dire que ça... Donc ça, c'est le signe pour la locution. De dire qu'il y a une unité lexicale, locution « boire la tasse », c'est faux. En français contemporain, il n'y a pas de locution « boire la tasse ». Alors, la preuve. Donc, l'expression « boire la tasse », on est d'accord, c'est pas boire la tasse dans le sens mes collègues ont amené du thé et tout, et j'ai bu la tasse qui était la plus proche de moi. Évidemment, je ne parle pas de ça. Je parle de boire la tasse, l'expression « boire la tasse » qui veut dire, c'est compliqué un peu à définir, avaler accidentellement une quantité d'eau relativement importante, en nageant plutôt, parce que si c'est en prenant votre bain, vous direz moins que vous avez bu la tasse. Bon, même si vous êtes amusé à mettre la tête sous l'eau, puis vous avez voulu respirer, bon, peut-être on peut quand même dire boire la tasse, mais c'est plus prototypiquement en nageant, ce qui empêche de respirer normalement. C'est-à-dire si vous avalez juste de l'eau, puis ça ne va pas vous empêcher sur le coup de respirer. Vous direz, j'ai avalé de l'eau, mais vous pouvez dire boire la tasse, mais... Donc c'est mis entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle une composante faible d'une définition. Si ça ne vous empêche pas de respirer normalement, vous direz peut-être quand même boire la tasse, vous pourrez le dire. Mais c'est plutôt comme on étouffe quand on boit la tasse. Donc je ne sais pas si vous connaissiez l'expression. Mais donc, c'est un phrasème évident, parce qu'on dit boire la tasse, on ne dit pas boire... la mug, le mug en français de France, je ne sais pas si on dit mug ou je ne sais pas quoi, ou boire le verre ou boire le bol, c'est boire la tasse, etc. Donc c'est phraséologisé, etc. Et puis on considère en général que c'est une locution, parce que ça ne veut pas dire boire la tasse en apparence. Ok, donc sémantiquement non compositionnel. On emballe tout ça et la question est réglée. Sauf que c'est faux. Problème, tasse peut exprimer fait d'avaler accidentellement une quantité d'eau importante en nageant, ce qui empêche de respirer normalement. Donc tout le sens, mais sous forme nominale avec fait de, tout seul, sans le verbe boire. Et c'est tout à fait courant. Alors, premier exemple, merde alors, c'est l'eau qui a tourné, mais oui, elle est toute verte. En plus, je viens d'avaler la tasse, c'est sûr, je vais mourir. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est une variation de forme de la locution, boire, avaler la tasse. C'est pas comme, par exemple, il a mangé du lion, il a bouffé du lion. Manger, bouffer, c'est vraiment... Bouffer, c'est le synonyme exact familier de manger. Et effectivement, dans les locutions, quand on a des locutions, on peut encore que... non, ça, c'est pas une locution, c'est une collocation. Manger une claque,
c'est une colocation de claques. Et on ne dit pas il a bouffé une claque, mais là mais des locutions avec manger, des vrais, souvent on peut avoir bouffé. Mais là quand même, boire, avaler, c'est pas le même sens. Donc, mais ok peut-être. Donc soit deux locutions différentes, avec deux verbes différents, soit on décrit une locution en disant ouais mais il y a un petit paradigme de verbes. Mais quand on est habitué à analyser les locutions en français, on trouve que l'écart boire-avaler est un peu important. Et puis là, regardez, c'est encore. Alors là, c'est fini, c'est réglé, la question. Il faut penser à bien souffler par le nez dès que tu redresses la tête, sinon c'est la tasse. Et par le nez, ça fait mal. Donc on utilise tasse même sans verbe. OK ? Et puis ça, c'est tout à fait normal. Alors, je me souviens quand j'entraînais des lexicographes pour mon équipe et tout, quand je leur donnais ça comme exemple, que boire la tasse, en fait, c'est une colocation de tasse. Je dis, wow, voilà. Mais il suffit d'écouter comment les gens parlent et puis laisser les choses s'imprégner dans ma tête et dans votre tête, et puis vous essayez de le dire. Évidemment, si ce n'est pas votre langue maternelle, c'est beaucoup plus dur. Ou une langue vraiment que vous parlez tous les jours, dans un contexte familial, etc. Vous avez moins développé une oreille pour ça. Moi, pour l'anglais, et pourtant je l'utilise tous les jours, et dans un contexte familial, et j'ai vécu en anglais longtemps, je ne fais pas confiance à ce que j'entends. Pour certaines choses, donc par exemple, pour l'autre fois, pour la discussion Black Sheep, je l'entendais. Je ne sais pas pourquoi j'entendais le pluriel. Mais ça m'arrive souvent que, ouais, je ne suis pas trop sûr, j'ai l'impression que oui, mais peut-être que ben que oui, peut-être ben que non. Donc ça montre que tasse, ici, il est utilisé pour exprimer ça. Donc boire la tasse, c'est une colocation de tasse, d'un sens de tasse qui maintenant existe en français. J'espère que ce que j'essayais de lancer, c'est lancé. J'étais idiot, j'ai un problème parce que sinon c'est dommage. Donc c'est un nouveau, c'est plutôt un nouveau, parce que oui, boire la tasse était une locution, mais c'est plus une locution. Je ne sais pas depuis quand, mais depuis un sacré bout de temps quand même. Ok, c'est pas un truc, par exemple, que j'ai découvert quand je suis revenu en France après moultes années hors du pays. Je savais déjà que ça s'employait comme ça, donc ça remonte. Oui, ça marche. Donc, par exemple, nous, dans le réseau lexical, on a intégré ce nouveau tasse qui est ici, donc lié à s'étrangler, étouffement, noyade, etc., etc. On l'a intégré dans le vocable tasse, tasse 1A, qui est l'objet, et la métonymie tasse 1B, on ne le voit pas très bien ici, qui est le contenu de ce contenant. Okay. Tous les matins, je bois 3 tasses de thé. Okay. Ça veut dire 3 quantités de thé qui prototypiquement contiennent. Donc ça, c'est une métonymie presque systématique en français. Certaines, on va les décrire comme lexicalisées, d'autres pas. Et donc celui-là, ce tasse 2, on l'a décrit en fait comme une métaphore du deuxième. Okay. Puisque boire la tasse, c'est boire la quantité qui tient dans une tasse au sens premier. Donc, c'est boire la tasse 1B, boire la quantité d'eau, qui équivaut à une tasse d'eau. Okay. Donc, on l'a intégré parce que cette nouvelle unité qui a germé, elle ne surprend pas beaucoup. Elle est très liée sémantiquement à tasse et elle s'insère dans la polysémie. Ça, c'est un cas où on a vraiment une insertion dans la polysémie sans trop de problèmes. Et on peut donc faire cette description de tasse 2 comme une unité lexicale, ce qu'on pourra faire et ce qu'on devrait faire dans son comportement phraséologique, dans les indications sur son comportement phraséologique, c'est de dire qu'il tend à s'employer avec un verbe support. Boire, avaler la tasse, parce qu'on est encore dans une phase un peu intermédiaire, où c'est vrai que ça s'emploie beaucoup plus avec le verbe, un verbe, boire, avaler, prendre, se prendre une tasse, avaler une tasse, boire la tasse, etc. Il a plein de opères. Ça va mieux avec ça parce qu'il reste une trace diachronique dans cette unité lexicale. Il reste que, du coup, ça va être... C'est pas
une lexique qui est collocative, donc qui est faite pour être un collocatif, c'est une lexique qui est un petit peu faite pour une base de collocation. OK, verbale. Ça va? Je vous ai convaincu? OK. Et ça, on est obligé maintenant. Peut-être que la langue va revenir en arrière. Peut-être qu'au bout d'un moment, on va arrêter d'employer TAS tout de suite, tout seul, et puis c'est pas possible ce qui peut se passer. Encore une fois, quand vous quittez votre pays, vous revenez 40 ans après, vous voyez que c'est très marrant, il y a des choses qui se disaient tout le temps qu'on ne dit plus. En France, par exemple, on ne dit plus une tige, une clope, quasiment, pour une cigarette. Mais il y a des trucs qui se disaient au XIXe siècle et qui se disaient évidemment plus du tout, les gens ne connaissaient même pas le terme, et qui s'emploient tout le temps maintenant, comme daron, daronne, etc. Donc, tout est possible, je ne sais pas comment ce sera, mais je pense que dans 10 ans, ce sera un peu comme ça. Peut-être que dans 20, ça aura changé, mais on ne sait jamais. OK. Donc là, je ne fais pas œuvre d'études diachroniques. Oh, pendant que je suis là, excusez, je vais sortir de mon VPN, puisque maintenant c'est lancé, c'est plus propre. Je vous expliquerai à un moment, quand on parlera de réseaux lexicaux, ce que c'est que les ressources que j'utilise là, etc. Ce navigateur graphique qui s'appelle en fait SpiderLex et quelles bases sont là et comment elles sont développées. Donc je vous en dirai deux mots parce qu'en fait c'est même des ressources utilisables. Donc on a une tasse 2 et on perçoit, parce que c'est quand même assez récent, que boire la tasse existait et que ça s'est séparé en une colocation ou plusieurs colocations, et même la base de cette colocation a une certaine autonomie. Ça, on le perçoit. Donc c'est un phénomène intéressant, et ça relève de la dynamique lexicale. Que, d'une part, beaucoup de locutions vont se former sur des colocations. Donc par exemple, se tourner les pouces dans le sens de ne rien faire, c'est une colocation de pouces, de les pouces, c'est-à-dire faire un certain geste avec ses pouces. Si je suis comme ça, je fais un certain geste, et ce geste, on l'appelle se tourner les pouces. OK ? Mais je parle des pouces, et je dis, il était là, il se tournait les pouces en regardant la télé, et simplement ce geste, en tant que geste, il a une certaine signification. Mais ça ne veut pas dire que se tourner les pouces, ici, c'est une locution. On parle de ses pouces, et on parle de faire ce geste. C'est comme... On dit en français, je ne sais pas, se serrer la main, ben, on parle de la main, et donc faire un certain geste avec la main, et en français, on dit se serrer. Oui, vous vous souvenez ce que j'ai dit l'autre fois, poignée de main, handshake, mais avec le verbe et main, c'est encore plus évident, puisque let's shake hands, serrons-nous la main. Donc, quand on regarde le phrasème verbal, on voit bien en anglais, on secoue la main et en français, on se serre la main. Mais le geste contient les deux. Une poignée de main, il faut qu'à la fois on serre, si on fait juste comme ça, ce n'est pas une poignée de main. Si on fait comme ça, mais sans serrer, c'est une drôle de poignée de main. OK, presque hostile, en un sens, ou méprisante, etc. OK, donc des locutions se forment par une sorte de calcification de colocation, bah, pas toutes, hein, mais c'est normal, ça arrive. Donc le verbe avec son complément qui était une colocation, qui devient une locution. Bon, la colocation existe toujours, mais la locution existe aussi pour dire ne rien faire. Comme si on était là et qu'on ne faisait que se tourner les pouces. Okay, mais on peut l'employer pour quelqu'un qui ne se tourne pas les pouces, même qui a plus de mains, on peut dire qu'il se tourne les pouces en un sens. Okay, bon, on ne le dira pas parce que c'est un peu... on sera très embarrassé, etc. Mais c'est un peu comme on parle à quelqu'un qui est aveugle et on dit mais regarde, enfin, écoute, tu ne vois pas ce que je veux dire. Donc quand on le dit, ça nous gêne un peu, mais en réalité, c'est une métaphore de l'autre sens de voir. On peut tout à fait dire cette chose-là, mais bon. Ah, pardon. Donc, à l'inverse, ce qu'on vient de voir, l'élocution, comme on l'a dit dans notre article, elle s'éclate. C'est un jeu de mots, vous savez, s'éclater, c'est avoir du fun. Qu'est-ce qu'on s'éclate aujourd'hui? Donc on parle d'élocution qui s'éclate, ça veut dire en fait,
elles se séparent en une colocation et après avec vraiment autonomisation de la base de la colocation. Donc on a appelé ça, on a théorisé ça sous le nom de la séparation phraséologique et ça nous a intéressés parce que c'est omniprésent. Alors c'est beaucoup plus facile de le trouver dans notre langue maternelle qu'on observe tout le temps. Par exemple, j'ai du mal à les récolter en anglais. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus, mais en français, c'est pas trop difficile d'en trouver parce que c'est justement un phénomène qui se passe sous nos yeux. C'est en permanence qu'il y a certaines locutions qui ont une certaine structure qui font qu'elles provoquent la dynamique de la langue. C'est comme elles ont une attitude qui fait que la dynamique de la langue, si c'est comme ça, on va faire ça. Et donc c'est un peu prévisible. Et par exemple, on va pouvoir faire des jeux de mots beaucoup avec des locutions comme ça. Alors bon, j'entre pas dans les détails, je vais juste vous affoler un petit peu avec une figure que j'ai mis ici, mais qui me permet de mettre un pied dans ce qui va suivre. C'est quelque chose qu'on peut formaliser. Et on avait donc dans notre article... Ah oui, cet article-là, donc j'ai travaillé avec Marie-Sophie Posé là-dessus. Marie-Sophie, elle a fait une thèse, elle est téléchargeable, la thèse, on peut la trouver, qui est vraiment sur les locutions du français. C'est vraiment une thèse assez extraordinaire et pleine d'informations. Parce qu'en fait, donc on a ce projet de réseau lexical du français et on a beaucoup de colocations parce que dès le début, j'ai encouragé à faire des entrées pour les locutions, pour les locutions parce que ce sont des unités lexicales comme les autres. Et ce qu'on voulait, c'était pour les locutions décrire ce qu'on appelait leur structure lexico-syntaxique. Donc de dire que se tourner les pouces, c'est fabriqué avec le verbe se tourner avec pouce. C'est important parce que si vous voulez calculer toutes les formes d'une locution, même si la locution est sémantiquement compositionnelle, même s'il s'agit de pouce, pas de pouce et de se tourner, le verbe se tourner, il est là déshumanisé, si on veut, il n'a plus de signifié, mais il se comporte comme le verbe se tourner. C'est pour ça que je peux le conjuguer. Il s'était tourné les pouces. J'utilise le verbe se tourner et je fais toutes les flexions. Donc simplement, je n'utilise pas son sens. Casser les pieds, je dis il lui eût volontiers cassé les pieds. Donc je peux le faire. Ça veut dire que c'est le verbe casser, mais sans son sens. La métaphore qui me semble convenir parfaitement, c'est les zombies d'Haïti. Donc le zombie qui est là, c'est l'être humain. Tout le corps fonctionne, il fait tout. Il va s'asseoir, frapper à la porte, etc. Mais il n'a plus d'âme, plus d'esprit. Eh bien, c'est le signe lexical dans une locution forte, surtout. Il n'a plus son âme, mais il fonctionne très bien, avec certaines contraintes. Des fois, par exemple, se tourner les pouces, pouce, il faut qu'il soit au pluriel défini. OK ? Mais se tourner, Donc, elle a décrit toutes les locutions qu'on avait, il y a plusieurs milliers. Ça a permis d'isoler des patrons lexico-syntaxiques de locution. Donc, éventuellement, dans le réseau lexical, ça nous permet d'extraire toutes les locutions qui ont telle ou telle structure, etc. Bon, l'idée, c'est qu'on veut aller plus loin là-dessus, mais avec tout ce qu'on avait accumulé comme données, et elle, avec ses structures lexico-syntaxiques, on a bien vu ce phénomène. Parce que quand on décrit une locution, c'est souvent le cas qu'on tombe sur une locution qui est en train de s'éclater. Et donc, on peut hésiter, on va la décrire comme locution ou comme colocation. Parce que là, en ce moment, au moment où on se parle, il y en a je ne sais pas combien, peut-être des milliers en français qui sont en phase de transition. Donc ça pose problème et c'est pour ça qu'on s'était intéressé au phénomène et on avait essayé de le conceptualiser. Donc je vais utiliser ici les définitions analytiques mais formalisées avec les réseaux lexicaux, les réseaux sémantiques, on va voir les réseaux sémantiques après. Je vais juste le commenter pour vous expliquer, paniquez pas. Mais ce qui est important, c'est ce qui est derrière la formalisation. Donc une bonne définition, comme vous allez apprendre à la faire la semaine prochaine, c'est ce qu'on va appeler une bonne définition, un peu formalisée, on appellera ça une définition analytique. Donc si on prend tailler une veste, alors je ne sais pas, si, d'ailleurs tailler une veste, c'est une erreur ici. Ah non,
Donc c'est la locution tailler une veste qui n'existe plus. Il n'y a plus de locution tailler une veste en français. Il y a eu, mais il n'y a plus. Donc qu'est-ce que ça voulait dire tailler une veste? Moi, l'autre jour, je faisais cours, et il y a eu des questions vraiment difficiles, et puis là, je me suis vraiment fait tailler une veste. Ils m'ont taillé une veste, etc. X taille une veste à Y. Composante centrale, l'individu X critique l'individu Y. Donc ça, c'est la composante centrale. À propos de oméga 1, je mets ici des mots oméga 1, oméga 2, parce que ça, c'est ce qu'on va appeler des positions actentielles. C'est des actants du prédicat tailler une veste. Et ça, c'est des participants de la situation, mais qui ne s'expriment pas comme actants. J'anticipe, ce n'est pas grave si ça vous semble un peu bizarre. Mais ça, par exemple, ça veut dire que, bêtement, puisque c'est un verbe, ça va s'exprimer par des structures régies par le verbe. Ça comme sujet, okay, et ça comme complément d'objet indirect, comme un datif. Okay. Donc ça, c'est des positions actentielles. L'individu critique l'individu Y. Quand on critique, c'est à propos de quelqu'un, à propos de quelque chose, mais ce à propos de quelque chose, ce n'est pas un actant de tailler une veste. Parce qu'on ne dira pas « ils m'ont taillé une veste sur ça » ou pour ça, c'est absolu. Donc, c'est un participant de la situation. Donc, on a critiqué quelqu'un, X critique Y, à propos de quelque chose, et devant des gens. Si ça se passe, on est tous les deux dans la salle de bain, je ne peux pas dire qu'il m'a taillé une veste. OK? Il m'a passé un savon dans la salle de bain, mais pas taillé une veste. Donc, il y a un autre participant qui ne s'exprime pas comme un actant. Ce qui a pour conséquence de nuire à la réputation de Y auprès de oméga 2. Donc c'est un sens un peu compliqué, c'est ça que ça veut dire tailler une veste. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà, mais ce n'est plus une locution, c'est devenu une collocation. Okay, donc grosso modo, c'est un peu comme ridiculiser quelqu'un en public. Mais pas le ridiculiser parce qu'on a souri quand on a vu que sa braguette était ouverte, mais c'est le ridiculiser en critiquant, au moyen d'une communication linguistique. Donc c'est très... Alors bon, la métaphore, c'est comme... Bon, tailler une veste, donc une veste, c'est une veste. Tailler une veste, ça veut dire faire une veste en tant que tailleur. Ça ne s'emploie pas vraiment beaucoup, parce que il y a quasiment plus de tailleurs en France. En Inde, je sais qu'il y en a encore beaucoup, des boutiques de tailleurs. Ah, c'est vraiment génial. Je me ferais bien tailler une veste ou un pantalon, une chemise, une belle chemise. Mais donc, ça doit venir de là, mais c'est quoi la métaphore? J'en sais rien. Donc, j'irai pas expliquer la métaphore. OK? Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on représente formellement, ça c'est déjà formalisé, composante centrale, composante périphérique. Mais si on regarde bien la représentation sous forme de réseau sémantique, bon, on sait que tailler une veste, c'est verbe plus complément d'objet direct. Il y a beaucoup de collocations comme ça. Je ne sais pas, faire un rêve, lancer une remarque, etc. C'est un patron syntaxique de collocation tout à fait normal. Donc déjà, syntaxiquement, tailler une veste, il provoque. Il donne envie de faire de la séparation phraséologique. Mais si on regarde la structure du sens, donc critiquer, c'est X critique Y pour Z. Alors ici, on a mis à 4 actants face, mais je ne pense pas que le 4e actant est obligatoire. Donc X critique Y pour oméga 1 face à l'individu oméga 2. Donc ça, c'est la composante centrale. Et on a ce bloc qui est que la conséquence, ça, nuire à la réputation de Y, c'est la conséquence du fait de critiquer. OK. Et qu'en même temps, critiquer nuit à la réputation. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, on a comme un bloc sémantique. Donc, on a un bloc syntaxique qui est le complément d'objet direct, avec une structure prototypique de collocation avec un verbe collocatif. Et sémantiquement, on a une partie bien identifiable, nuire à la réputation,
qui forment aussi un bloc sémantique. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'il y a eu séparation, et en fait, tout ça, et essentiellement ça, c'est devenu le sens de ce nouveau nom, veste. Parce qu'il y a un nom veste qui est comme tasse, qui veut dire en fait le fait que quelqu'un a nui à notre réputation, etc., etc. Et on va voir que comme pour tasse, il y a plusieurs façons de l'employer, avec ou sans verbe, etc. Oh, purée, je vais être un peu vulgaire, putain de veste hier soir au dancing. On ne dit plus dancing en France, on dit, comment on dit, en boîte, etc., etc. Ça disparaît maintenant, parce que j'ai appris, il y avait prendre un râteau. Et donc, on dira plutôt, quand c'est une fille, quelqu'un va essayer de draguer ou je ne sais pas quoi une fille, et puis elle l'envoie balader et tout, on va dire, je me suis pris un râteau. Donc, c'est très spécifique. Donc, c'est du langage de dragueur un peu, ou de gars qui try to get lucky on Saturday night, ou quelque chose comme ça. Donc, on se prend un râteau, et râteau, maintenant, existe tout seul. Et j'entends parler de prendre un râteau beaucoup, qui est un sens qui n'existait pas, qui ressemble un peu à tailler une veste, mais c'est beaucoup plus spécifique. Prendre un râteau, d'abord c'est un conversif, c'est pas quelque chose... Prendre un râteau, c'est quelque chose qu'on nous fait, c'est pas quelque chose qu'on fait à quelqu'un, et ça a à voir avec les relations homme-femme. À la limite, on pourrait dire qu'une femme s'est pris un râteau aussi, si c'est elle qui essayait d'embarquer un gars. Donc ça a donné l'unité lexicale veste 1, que je vais vous montrer dans le réseau lexical. Alors ça, c'est intéressant, parce que, évidemment... Attendez, je vais fermer et rouvrir, parce que j'aurais dû vider ma cache, peut-être. OK. Ici, c'est intéressant, parce que, vous voyez, ce n'est pas comme dans le cas de boire la tasse. Parce que veste, franchement, on ne va pas le décrire par rapport à veste, qui est lié à veston, costume, etc. Quel lien de relation qu'on va appeler de copolysémie on va établir? C'est de la métaphore de veste, c'est comme si c'était une veste. On voit bien que ça doit être lié quelque part, mais on va faire ça comme un cas d'homonymie. Okay? Donc c'est pour ça il y a une numérotation. Il faut peut-être que j'élargisse un peu. Donc on a un veste avec un 1 en exposant, qui indique l'homonymie, donc le sens premier, avec, vous voyez, comme par exemple une locution ici, tomber la veste, ça veut dire, bon, c'est une collocation de veste. Tomber la veste, c'est enlever sa veste et la laisser. C'est un peu méridional peut-être comme expression. Il a tombé la veste, c'est un petit peu vieilli, je ne sais pas, mais ça veut dire donc... enlever sa veste ou son veston ou quelque chose pour se mettre à l'aise. Et il y a une locution « tomber la veste » qui veut dire arrêter de travailler ou arrêter de faire des choses pénibles. Donc ça, c'est veste au sens premier. Bon, on l'a décrit avec un seul sens, mais vous voyez, complètement déconnecté, il y a un veste. Du coup, j'ai fait sortir mon... il y a un veste 2 qui est là, ici, et qui n'a rien à voir. Il est lié à des confitures, gamelles, victoire, vainqueur, une déculottée, c'est un peu un synonyme proche d'une veste, comme une sorte de défaite dans un certain sens. Et donc là, ici, séparation phraséologique, mais bon, absurdité de l'intégrer à l'ancien vocable. Okay? Il vaut mieux le décrire comme un homonyme. Donc tout est possible, c'est très complexe la séparation phraséologique, ce qui peut se passer. Mais il faut savoir que ça existe et c'est vraiment un truc important. Une fois qu'on sait que ça existe, on va faire des meilleures modélisations. OK? Donc, avec un peu de chance, ce que je viens de vous dire, à la fois ça vous montre que locution et collocation, ce n'est pas la même chose, mais qu'il y a une affinité, ils sont de la même famille, c'est quand même des phrasèmes, c'est des phrasèmes lexicaux, et ils ont une affinité au niveau de la dynamique lexicale.
les collocations se calcifient, se lexicalisent, et elles se donc elles se lexicalisent en locution, souvent, et les locutions se délexicalisent en collocation. Oui? Il y a une question? Non? C'est bon? Alors, en fait, les références bibliographiques que j'ai mises dans les polycopiés, beaucoup d'entre elles, il ne faut pas s'enregistrer. Beaucoup d'entre elles, je les ai sous format électronique. Alors, il y en a qui ne m'appartiennent pas. Mais donc, ce qui est quand même décent, s'il y a des demandes, je peux vous fournir les textes. Donc, notamment cet article-là, mais aussi, bon, je n'ai pas mis l'URL, et je n'ai pas mentionné la thèse de Marie-Sophie Posé, mais vraiment une thèse... au niveau de la quantité de travail, ben, elle a commencé ça dans le contexte de sa maîtrise, et après on l'a continué, et donc elle a eu... Et dans le contexte de notre projet de lexicographie des réseaux, donc c'est très ancré sur les données du français. Donc il y a une liste de locutions aussi, et qui sont décrites dans le réseau lexical du français. Bon, depuis on en a décrit beaucoup d'autres. Mais donc c'est une mine assez intéressante. Et puis, oui, c'est une thèse vraiment le fun. C'est bon? Donc si je ne me trompe pas, on peut aborder... Il nous reste 9 minutes avant la pause, c'est ça? Ok, quand le thé est là. Donc on vit au rythme du thé. Donc on va commencer ça, on l'amorce. C'est super, super important. Alors, moi je dirais que même si vous n'utilisez pas ces notions avec la terminologie dans le contexte de vos activités de langagier ou de rechercheur ou d'enseignant, etc., ces notions-là, il faut les avoir, il faut les maîtriser et il faut que ça guide tout ce que vous faites, surtout quand vous expliquez le sens et la combinatoire d'une unité lexicale, et évidemment aussi quand on fait de la syntaxe. Parce que, oui, bien sûr, on connecte toujours syntaxe et grammaire. Vous vous souvenez ce que j'ai dit, grammaire, règle générale qui ne concerne pas, une règle de grammaire ne décrit pas une propriété, une caractéristique d'une unité lexicale donnée. Sauf que la structure syntaxique d'une phrase, elle est beaucoup construite sous les ordres, la dynamique des unités lexicales. Évidemment, il y a des règles de grammaire générale, des règles de syntaxe. Mais en fait, c'est ce qu'on va voir là, la structure prédicative des unités lexicales et leur combinatoire restreinte qui alimentent la dynamique pour construire votre phrase. Quand vous construisez une phrase, comme je l'ai dit, vous l'improvisez. Vous commencez, vous ne savez pas ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. En fait, vous commencez, et ce n'est pas comme si, je choisis des unités lexicales, et puis maintenant, je prends des règles de grammaire pour tout assembler. Vous prenez des unités, et dès que vous prenez une unité lexicale, pour peu qu'elle soit prédicative, elle vous dit quelle structure vous allez construire. Ça veut dire, elle vous envoie, elle vous donne l'instruction d'aller utiliser une règle de grammaire, ou des règles de grammaire. Donc en fait, la règle de grammaire, là, elle n'est pas dans le lexique. Mais ce qui est dans le lexique, c'est l'instruction pour aller chercher quelle règle de grammaire. Et donc, c'est le lexique qui pilote, en grande partie, pas pour tout, mais votre utilisation de la grammaire. Et c'est pour ça qu'il suffit de choisir une unité lexicale pour que votre phrase commence à se construire. Et c'est pour ça aussi que quand vous parlez une langue que vous ne maîtrisez pas bien, comme vous maîtrisez mal la combinatoire restreinte de l'unité lexicale, une fois que vous avez l'unité lexicale, elle n'a pas beaucoup de jus à l'intérieur. Elle vous dit n'amise pas trop pour construire la phrase. Mais dès que vous commencez à bien maîtriser, c'est pour ça la combinatoire restreinte, c'est aussi important que le signifié. Et d'ailleurs, je suis tellement obsédé par ça. Alors, je ne sais pas, par contre, contrairement, je ne fais pas de la lexicologie parce que je ne dis pas que le lexique est le plus important parce que je fais de la lexicologie, mais c'est le contraire. Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis relativement nul en prononciation
que je me suis vraiment focalisé sur sens et combinatoire, ou si c'est parce que sens et combinatoire, c'est tellement évident que c'est important, que du coup, je ne fais pas assez attention à la prononciation. Mais évidemment, dans ma façon d'apprendre des langues et de les parler, même ma propre langue, je ne suis pas génial au niveau du signifiant. Pourtant, c'est bizarre, j'adore la poésie, etc. Mais si je quitte le domaine de la poésie ou de la grande littérature, la très bonne, pas grande, mais la bonne littérature, donc je suis en train de parler, ça ne marche pas très bien. Mais vraiment, la combinatoire, le sens et la combinatoire. On arrive toujours à se débrouiller. Bon, il y a des gens qui parlent super bien le français, mais ça fait 50 ans ou 60 ans qu'ils le parlent et ils ont toujours un accent à couper au couteau. Ce n'est pas très grave, ok ? Parce qu'ils ont accès au lexique, ils arrivent à construire les phrases, ils ont une intuition, ça compense. Mais quelqu'un qui a une prononciation géniale, mais qui a d'énormes faiblesses au niveau des règles lexicales, ben, ça ne va pas très loin. Enfin, c'est même à la limite un peu embarrassant. Par exemple, quand j'ai commencé à faire du portugais, j'ai presque tout oublié, je peux juste lire, j'avais vraiment un très bon accent en portugais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça, portugais du Portugal. Et donc, quand je disais 2-3 mots, vraiment, les gens pensaient que je parlais portugais. C'était une catastrophe. Ce qui n'arrive pas avec l'anglais. Dès que je me mets à parler anglais, un anglophone sait que je ne suis pas locuteur natif, évidemment. Mais ce n'est pas grave, finalement, l'accent. Évidemment, si on est capable, on est doué, on a ce talent-là pour avoir un accent parfait, c'est super impressionnant. Mais la combinatoire, c'est vraiment important. Donc, si on a des grosses difficultés avec la prononciation d'une langue, ce n'est pas si grave, on va prendre du temps, on va passer du temps par immersion, mais il faut vraiment se focaliser sur la combinatoire. Bon, donc ça, la combinatoire repose là-dessus. J'ai presque brûlé mes 9 minutes, je pense. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est la notion de prédicativité, évidemment reliée à la notion de prédicat, mais en linguistique et même en sciences, il y a peut-être 10, 15, 20 notions de prédicat différentes. Donc c'est un terme qui a le même signifiant, mais le concept n'est pas du tout le même. Donc là, prédicat, je vais le définir comme d'habitude. Et donc ça va reposer sur deux oppositions. Le fait, donc c'est une classification des sémantèmes et par métonymie des unités lexicales. Et on va pouvoir avoir un premier axe de classification. Est-ce que le sémantème est liant? Donc je vais expliquer ce que c'est qu'un sémantème liant. Ou est-ce qu'il est indépendant, autonome? Donc s'il est liant, on dira qu'il est prédicatif. S'il est autonome, il est non prédicatif. Deuxième axe, c'est est-ce que ce sémantème dénote un fait ou une entité? Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir avoir une classification générale des sémantèmes. Donc ça, c'est un peu l'utilisation de ces deux axes, c'est un peu notre découverte avec Maltchouk, parce qu'une fois, on nous avait commandé un article sur la notion de prédicat, c'était pour un numéro de l'Édile sur les prédicats. Et bon, j'ai dit, bon, alors on m'avait demandé, puis je lui ai proposé de le faire avec moi ou lui, puis lui, évidemment, comme d'habitude, dit, avec son accent que je ne pourrais pas imiter, « Oh, mais il n'y a rien à dire sur les prédicats, c'est évident, on sait tout ce qu'il y a à savoir, on sait ce que c'est. » Bon. Et puis on a commencé à écrire, à expliquer, puis on a vu qu'en fait, ce n'était pas aussi simple que ça. Et donc ça nous a amené à présenter les choses de façon beaucoup plus... Donc c'était il y a longtemps, quand on travaillait ensemble à Montréal, de façon plus rationnelle. Et c'est là qu'on a élaboré la distinction entre ces deux axes, puisque celui-là, notamment, n'était pas bien conceptualisé. Le T n'est pas encore là. Donc... Non, mais c'est très bien. C'est comme on a beaucoup de plaisir. Ça fait penser à une chanson de Richard Desjardins, qui est un grand poète québécois, qui chante souvent avec beaucoup d'argot, de langage familier. Puis donc c'est une chanson qui raconte une histoire. Il est dans une chambre d'hôtel avec l'amour de sa vie. Et puis il est midi moins le quart et la femme de ménage, et la femme de ménage est en train de taper à la porte parce qu'il va être midi. Et donc ça rythme la chanson. Donc là, on a vraiment du plaisir avec ce qu'on fait. Mais le thé va arriver et on le sait. Et ça va nous obliger à arrêter.
Donc j'y vais, je continue. C'est fondamental aussi, évidemment, comme je viens de le dire, pour l'interface sémantique-syntaxe qu'on va pouvoir représenter. Donc je commence avec le premier axe, la caractéristique d'être un sémantème liant ou plutôt indépendant. Un sémantème est liant quand il contrôle, c'est très bien, en anglais il y a le terme de slot, et ça manque vraiment en français, donc c'est pour ça en français on dit souvent des slots, alors des trous, des vides, peut-être que c'est mieux juste de prendre le terme anglais et de dire des slots. Okay? Donc il contrôle des slots, il contrôle des positions, donc qui attendent d'être remplies par des choses, qu'on va appeler des positions actentielles, qui sont faites pour être remplies par des sémantèmes, qui vont donc fonctionner comme actants du sémantème liant. Et pour représenter dans des formules, etc., ces positions actentielles, on va utiliser des variables, comme en maths, x, y, z. Donc vous savez, la terminologie, par exemple, dans les langages de programmation, on dit qu'une variable s'instancie. Donc on a une variable, et quand le programme tourne, la variable qui s'appelait E18, elle, dans la mémoire de l'exécution du programme, ça devient 220,32 par exemple. Donc elle s'est instanciée par une valeur. Bon là c'est la même chose, on a des slots, des positions actentielles. Quand les messages se construisent, ces positions qu'on a représentées par des variables vont être occupées par des sémantèmes qui vont donc instancier la variable. Donc il y a des sens, des sémantèmes qui sont comme ça. Et si un sémantème est comme ça, il ne faut jamais le considérer sans considérer sa structure actentielle. Il faut faire une hypothèse de structure actentielle. Il y a des techniques pour ça, ça rentre, mais il le faut absolument. Avec les verbes, assez facile, on fait une microphrase et puis les positions syntaxiques régies, ça correspond en général à des positions actentielles. Avec les noms, eh ben, ça va fonctionner un peu par classe sémantique. On sait que ça, c'est comme ça. Dors, pour dormir, ce n'est pas le sémantème dormir. Ça n'existe pas. Enfin, c'est un raccourci quand on écrit ça. C'est X dort. Dormir, c'est X dort. C'est un sémantème qui est liant. Il attend quelque chose. C'est comme en chimie, c'est un atome de valence 1. Donc, si vous vous souvenez un peu de vos cours de chimie, pour chaque type d'atome, on indique ce qu'on appelle sa valence. C'est en fait qu'on représentait des fois à l'école faire des petits crochets où on va aller accrocher un autre atome. C'est pour ça qu'on dit avoir des atomes crochus avec quelqu'un, ça fait référence à la valence des atomes. Donc lui, c'est comme un atome qui a une valence de 1. Il attend un sémantème qui va occuper cette position. Et c'est la même chose que sommeil. Le nom, c'est presque la même chose que dormir, sommeil. Sommeil, c'est sommeil de X. Endormi, c'est X endormi. Okay ? Évidemment, je peux toujours rajouter des participants, mais ce sera des circonstants, ce ne sera pas des actants. Entre parenthèses, c'est quand même marrant qu'à la petite école, on force les enfants à apprendre à reconnaître ce que c'est qu'un complément circonstanciel, alors que circonstance, ça se définit à partir d'actant. Qu'est-ce que c'est qu'un circonstant? C'est ce qui n'est pas un actant. Donc il faut d'abord dire qu'est-ce que c'est qu'un actant. Ça s'exprime par défaut par le sujet du verbe, complément d'objet, les compléments en régie. Et quand on a un participant dans la phrase, un élément de la phrase qui n'exprime pas un actant, c'est ce qu'on appelle un circonstant. Donc évidemment, on peut dormir sur un lit, mais on fait l'hypothèse ici que dormir ne contrôle qu'une position actentielle, X dort. Peut-être que c'est faux. Peut-être qu'on va voir que dans la combinatoire de dormir et dans la lexicalisation, il y a quelque chose qui nous dit « Ah non, en fait, dormir, c'est X dort sur Y ». Okay ? Si par exemple, on voit qu'il y a des structures syntaxiques très restreintes, très spécifiques, qui ne sont pas des simples circonstants, moi je ne pense pas, parce que je peux dire « je dors dans la baignoire, sur le lit, je dors debout », je peux dire n'importe quoi, et puis je ne vois pas de contrôle syntaxique là-dessus, mais peut-être c'est faux, peut-être il y a un verbe proche de dormir qui, lui, a cette chose-là. Okay ? C'est comme se déplacer, c'est X se déplace. Mais se rendre, c'est X se rend à Y. Vous voyez ? Et donc,
il se rend à Paris. À Paris, ce n'est pas un complément circonstanciel de lieu. Ça exprime un actant. OK ? Et donc, même si syntaxiquement, c'est le même cas, il n'y a pas de cas, mais c'est un locatif, c'est un locatif, mais c'est un complément régi. OK ? Donc voilà 3 exemples de sémantèmes qui ont le même sens quasiment. Donc l'adjectif, en fait un adjectif c'est une sorte de verbe. Évidemment, il contrôle les positions. Alors maintenant on va en prendre une série de sémantèmes avec 2 positions actentielles, une valence de 2, x aime y, amour de x pour y, x amoureux de y. Ces sémantèmes ont une valence de 2 et donc contrôlent 2 positions actentielles. Et ça c'est ce qu'il y a dans le lexique. Jeanne aime Marie, c'est pas dans le lexique, c'est dans une phrase. C'est pas dans la langue, c'est dans la parole. Mais dans la langue, au sens saussurien, c'est là. Et ça, c'est très important. C'est pas dans la parole que ça est là. C'est dans la langue, et c'est ça qui nous pousse à parler d'une certaine façon. Donc il n'y a pas d'actant. Aimer n'a pas d'actant dans le lexique et dans la langue. Mais il a des positions actentielles. Et quand on parle, il va prendre des actants parce qu'il va saturer sa valence, si vous voulez. La saturer ou pas. Parce que je peux dire que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on envoie, l'on voit, entend et l'on respire, tout disent ils ont aimé. C'est le verbe aimer, mais aimer quoi? Le Y n'est pas exprimé. Donc on n'est pas obligé de saturer, mais quand Lamartine dit tous disent ils ont aimé, on sait que c'est transitif. Et on sait qu'on parle de la personne aimée ici. Parce qu'ici, c'est le deuxième sens d'aimer, en plus. Ça aussi, c'est un sens liant. Extrémité. La mouche approchait de l'extrémité. D'accord. Mais j'ai dit l'extrémité de X. Ça veut dire que j'ai implicitement référé à quelque chose, à un objet dont c'est l'extrémité. Donc, extrémité, c'est un sens liant. Oreille, c'est un sens liant. Oreille, c'est oreille de X. Il y a beaucoup de gens ici qui aiment la littérature, donc j'en profite pour... j'aurais peut-être dû mieux réciter Lamartine, d'ailleurs, quand même, au lieu de bâcler ça. Mais vous savez, si vous avez lu Sherlock Holmes, c'est génial, Sherlock Holmes. Donc il y a une des histoires de Sherlock Holmes où il y a une vieille dame, je pense, qui reçoit une boîte, on ouvre la boîte, et il y a une oreille dans la boîte, avec un trou, que là, Sherlock Holmes dit c'était un marin et tout, parce que c'est une oreille d'homme, et puis les marins, ils portent des boucles d'oreilles, etc. Bon, des anneaux. Mais évidemment, la question, c'est, mais l'oreille de qui? Évidemment, qui l'a fait couper l'oreille, pourquoi, etc. Mais tout de suite, on cherche le propriétaire de l'oreille, on se demande qui c'était. Okay? Donc oreille, quand on voit une oreille, on dit « Oh, une oreille ». On dit l'oreille de X, de quelqu'un. Il pourrait y avoir une unité lexicale, bon, c'est en anglais, c'est ear, c'est pas oreille, c'est pas nécessairement la même chose. Il pourrait y avoir une unité lexicale oreille qui ne veut pas dire oreille de X, mais qui s'emploie dans l'absolu. C'est comme, il examinait le jarret du cheval. C'est le jarret du cheval, donc cette partie-là de sa jambe. Mais ce midi, on a jarret à la choucroute. Donc la pièce de viande qu'on appelle du jarret, ce n'est pas le jarret de ce porc-là. Bon, c'est du jarret, et puis c'est pas la partie. C'est une pièce de viande, mais l'actant, c'est jarret que X mange, ou que va manger X. Donc le premier actant de jarret, qui veut dire pièce de viande, comme c'est un aliment, le premier actant, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, c'est le mangeur. Donc c'est un jarret de porc, un jarret de veau, etc. Mais quand on dit du jarret de porc, on dénote un type d'animal, on ne parle pas d'un animal particulier. Si on est éleveur, on a un porc qu'on appelait Alphonse, et on dit je mange du jarret d'Alphonse, on pourrait le dire, mais vous voyez, c'est différent. Donc on ne sait pas. En coréen, ça on avait beaucoup aimé quand on avait travaillé sur les éléments du visage, par exemple. Donc évidemment, la cartographie du visage est complètement différente avec la lexicalisation. Et il y a un terme, je n'essaierai pas de le prononcer,
qui est toujours traduit comme le bord des yeux. Mais on peut parler des bords des yeux, mais par exemple, si on emploie ce terme, on ne peut pas dire « elle a mis son doigt sur ça » ou « elle s'est gratté ça ». C'est parce qu'en fait, c'est le bord des yeux en tant qu'il est la manifestation d'un sentiment. Et on dit c'est le bord des yeux là où sont les larmes. Et donc la structure actentielle de ce machin-là, c'est le bord des yeux de X en tant qu'il est le lieu de manifestation du sentiment Y. Et l'autre qui veut dire juste, qui veut dire le bord des yeux, c'est le bord des yeux de X. En fait, c'est le blabla de l'œil X de Y. Okay, parce que c'est quand même, comme on dit la paupière, c'est la paupière de l'œil gauche de quelqu'un. Donc ce n'est pas les choses du monde qui nous disent véritablement comment analyser. C'est ce que la langue a décidé de faire. Et pour le même type d'entité ou d'événement, elle peut lexicaliser en donnant une structure prédicative tout à fait différente. Il ne faut pas s'étonner de ça. Donc extrémité, oreille. X, frère, c'est X est ou X, le frère de Y. Frère, ça dénote un individu, mais ça dénote en même temps une relation. Ok ? Donc, il a tué son frère, il a découvert qu'il était le frère d'Aristote. Donc, quand je dis il a découvert qu'il était le frère d'Aristote, j'utilise surtout la partie du sens qui est la relation de fréritude, sororité, fraternité, la relation de fraternité. Mais sinon, quand je dis il a tué son frère, j'utilise la partie qui est individu tel que. Donc frère, ça dénote un individu, mais en tant qu'il est en relation. Ça dénote en même temps la relation. Enseignant, c'est encore pire. X, enseignant de Y, de Z. Okay, peut-être dans le lieu W. À voir. Parce qu'on dit, par exemple, un lieu d'enseignement. Donc le fait qu'il y a un terme, lieu d'enseignement, pour ça, ce n'est pas nécessairement une école. Okay, une école, c'est un endroit où on enseigne, mais on peut enseigner au pied d'un arbre, enseigner le yoga à ses disciples. Il n'y a même pas de lieu d'enseignement. Donc, je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr à 100%, mais il y a au moins ici 3 actants. Devant, et volontairement, vous voyez que je prends des sémantèmes qui correspondent à des parties du discours très différentes. Devant, c'est un sémantème comme vous et moi. C'est X devant Y, évidemment que c'est très liant. Okay, donc il y a 2 actants sémantiques pour... il a une valence de 2. Alors, là, on voit là beaucoup, vous voyez que ça ratisse très large. Une autre locution du français, ça ratisse large, donc ça veut dire ça couvre beaucoup de faits différents. Des sémantèmes indépendants, donc qui sont non liants et qui sont non prédicatifs. Colline. Je pense, peut-être ça a plusieurs sens, colline, mais on peut bien sûr dire la colline de Pune, il y en a plusieurs peut-être, est fabuleuse. Donc je dis la colline de Pune, je peux même lui donner un nom. Mais colline, ce n'est pas la colline de... C'est pas comme lit dans le lit de la rivière. Okay, je pense que le nom colline est autonome comme sémantème en français. Caillou. Caillou, c'est caillou. Bon. Je peux prendre un caillou et frapper quelqu'un avec un caillou, m'en servir comme arme. Mais s'il n'y a pas un sens de caillou en tant qu'arme qui s'est vraiment lexicalisé, c'est caillou. Il y a un sens de caillou en argot, en français, c'est les bijoux. Elle s'est fait voler ses diamants. Elle s'est fait voler ses cailloux. Et donc ça, par contre, c'est liant. C'est les cailloux de X, comme les diamants de X. Diamant, d'ailleurs, c'est polysémique. Il y a le diamant en tant qu'objet et substance. Et puis, il y a les diamants de quelqu'un, qui sont des bijoux de quelqu'un. Donc, c'est les diamants de X qu'elle porte à l'endroit Y ou qu'il porte à l'endroit Y ou quelque chose comme ça. Donc, caillou dans le sens de bijoux diamant, évidemment, là, dans ce sens-là, c'est le caillou ou les cailloux de X.
Mais caillou dans le sens premier, c'est un objet, il n'a pas d'utilisation, il n'a rien. Lune, le quasi nom propre lune, la lune. La lune, c'est un nom sémantique. Les noms propres en général. Paul Guerre, c'est un nom sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire le sémantème Paul Guerre? Ça veut dire la personne qu'on va désigner en disant Paul Guerre. Ça a pas. Ouais, il faut que j'arrête parce que je ne peux pas être le seul. Donc, juste pour conclure sur lune, il faut faire attention à la polysémie. Parce que la lune, parfois écrit avec un majuscule ou sans, c'est un nom propre. Mais on a découvert une nouvelle lune de Saturne. Ça, c'est le terme d'astronomie. La lune, une lune de X, c'est un corps céleste en rotation autour du corps céleste X. Donc, la lune, c'est une lune et la seule et unique lune de la Terre. Mais il y a un sens de lune, donc qui est prédicatif, qui est liant, c'est une lune de quelque chose. Donc c'est un autre sens, j'aurais dû numéroter d'ailleurs lune ici. Okay? Vous avez un feeling un peu de qu'est-ce que c'est qu'être un sens liant ou non liant. Mais on va aller plus loin, mais il faut le percevoir déjà intuitivement. Alors vous allez me dire, oui mais c'est la même chose que de la syntaxe. Ben non, la syntaxe, elle est là pour exprimer le sens. S'il y a quelque chose dans la syntaxe, c'est qu'il y a quelque chose dans le sens. La syntaxe, elle est superficielle. Elle se rapproche de niveau du perceptible. Elle est là pour rendre perceptible ou un peu plus perceptible quelque chose qui est invisible, qui est le sens. S'il y a des choses dans la syntaxe, c'est parce qu'il y a ça dans la sémantique. Et c'est pas juste parce qu'on ne parle pas juste d'un verbe ou même d'un adjectif. Parce que pour un nom, pour décider sa prédicativité, il y a d'autres choses que de dire il a un sujet ou un complément d'objet, puisque déjà pour les noms, on n'a pas tendance à distinguer les compléments. Ils sont moins marqués et tout, parce qu'un nom, ce n'est pas fait pour régir la phrase, alors que le verbe, oui. Donc ça se construit, vous le percevez intuitivement, mais ça se construit après, graduellement, les choses deviennent évidentes. OK? On prend une pause? Oui. Oui.